Rebonjour à tous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons commencer notre cours puisqu'il n'y a pas de groupe qui va présenter. Ça va être reporté peut-être pour la semaine prochaine, mais on va voir. Donc, la séance 5 du module gestion de la maintenance industrielle sera pour présenter des notions de la sûreté de fonctionnement, en particulier la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité. Peut-être pour cette séance, on va arriver uniquement à la partie fiabilité. On continue pour la semaine prochaine avec les autres composants de la sûreté de fonctionnement. Le plan de la séance sera comme suit. On va commencer par rappeler quelques notions pour l'étude des équipements, en particulier la fiabilité des équipements. Je vais vous présenter un tout petit peu la notion du coût total d'un équipement ou ce qu'on appelle le coût sur la durée de vie. On va faire la différence entre, par exemple, système et composants et présenter rapidement quelques outils mathématiques et statistiques de calcul, principalement de la fiabilité des équipements. Une introduction sur la notion de la sûreté de fonctionnement sera aussi présentée dans la première partie de cette séance. La partie la plus importante sera consacrée pour les indicateurs, les KPI les plus importants utilisés pour l'étude, pour l'évaluation de la fonction maintenance dans la chaîne logistique. On va surtout, pour cette séance, mettre l'accent sur la fiabilité par quelques définitions particulières à cette notion-là, les propriétés de la fiabilité des systèmes et des composants, les types de fiabilité et quelques outils de calcul de la fiabilité des équipements industriels. Ce que nous allons voir pour la fiabilité peut être, on ne va pas dire copier, mais peut être dupliqué pour l'étude de la maintenabilité et la disponibilité. On va voir qu'on va présenter rapidement, par analogie avec ce que nous allons voir pour la fiabilité, les équations et les propriétés de la caractéristique maintenabilité et disponibilité des équipements industriels. Chaque partie de ces trois se terminera, où vous allez avoir pour chaque partie des exercices qui vont illustrer les notions rencontrées dans le cours. Pour la première partie sur les notions de base de la fiabilité des équipements, je vais vous rappeler rapidement qu'est-ce qu'on appelle système, composants surtout. C'est les composants. Un composant peut être formé de plusieurs éléments. Un système, c'est un ensemble d'éléments organisés dans un ordre bien déterminé, ayant des relations et des interactions bien définies pour assurer une fonction requise. C'est le résultat qu'on attend d'un système formé de plusieurs composants. Il y a des relations qui relient les composants et les systèmes. Les relations peuvent être, par exemple, des relations de subordination, de sujétion, par exemple, groupe de composants, et dans chaque système ou entre différents systèmes, différentes relations, différentes interactions qui vont avoir une influence sur le calcul des indicateurs, des KPI, en particulier la fiabilité, la maintenabilité et la disponibilité. Comment on va calculer ces notions maintenant? On va considérer un système, on va définir ses composants, on va définir les relations qui régissent, qui définissent ce système-là. Et puis, on va considérer des données chiffrées collectées, par exemple, à partir de l'historique. On va utiliser des formules, des lois statistiques et ou des algorithmes pour calculer une valeur de la fiabilité, par exemple. Et puis, il y a l'interprétation qui est une étape primordiale de l'étude de fiabilité. C'est aussi important d'interpréter la valeur des KPI que de les interpréter. Concernant le coût
des équipements sur la durée de vie. Ce que nous connaissons, nous, c'est que lorsqu'on veut calculer un coût d'un équipement, on va considérer principalement quoi? Si je vous demande le coût d'une machine, d'une fraiseuse par exemple, qu'est-ce que vous allez répondre? J'attends. J'ai pas compris la question. Le coût d'un équipement, c'est égal à combien? Comment ça peut être calculé? Le coût de Je la vous dis que production d'achat, plus le vous avez bénéfice. une fraiseuse dans l'atelier. Je vous demande, à votre avis, comment on peut calculer le coût de cette fraiseuse? coût d'achat ou coût de maintenance. C'est un coût d'achat et coût de maintenance. Qui fiche le coût de maintenance? Donc, lorsque je vous dis uniquement le coût de la fraiseuse, la réponse sera un coût d'achat. Ce qui va ajouter le coût de maintenance, c'est la notion de coût sur toute sa durée de vie. D'accord? Donc, chaque équipement, il a un prix d'achat et il a un coût sur toute sa durée de vie. Ce coût-là englobe le prix d'achat, les frais d'installation et les frais de maintenance et d'utilisation. D'accord? Ce qui nous intéresse pour tout équipement, c'est le coût total, c'est-à-dire la somme de tous les coûts engendrés par l'acquisition et l'utilisation d'un équipement bien déterminé. Et donc, nous avons un coût de conception et de production, ou là, si on va acheter, ce sera le coût d'achat, c'est cette courbe-là, et un coût d'utilisation, entre autres le coût de maintenance et d'utilisation. La forme de cette courbe-là, comme nous avons déjà discuté en classe, elle est utilisée pour un très grand nombre de notions d'optimisation, principalement de coûts. Pour la fiabilité en particulier, cette courbe est tracée en représentant les coûts totaux d'utilisation d'un équipement industriel en fonction de la fiabilité R. Vous allez remarquer qu'on note la fiabilité R pour dire quoi R à votre avis? Allez, je me R pour la fiabilité. Pourquoi pas F? C'est quoi fiabilité en anglais? Reliability. Reliability, c'est la reliabilité. Très bien. Donc, on note la fiabilité R et on note la défaillance F pour dire failure. On va revenir à ça, mais il faut se rappeler que lorsqu'on veut parler de fiabilité, pardon, lorsqu'on veut parler de la fiabilité, on va noter la notion de fiabilité R. Lorsqu'on veut parler de la défaillance, on va noter la probabilité de défaillance ou la défaillance F pour dire failure. Donc, ce qui nous intéresse pour étudier les coûts, on va revenir aux coûts, mais c'est très lié à la notion de fiabilité, pour augmenter la fiabilité et minimiser le coût. Donc, ce sont deux notions contradictoires. Pas contradictoires, ça évolue dans le même sens, mais c'est inversement proportionnel. Théoriquement, si on dépense davantage, on va gagner en fiabilité. Mais on n'a pas intérêt, on ne peut pas même dépenser à l'infini. Donc, on doit chercher ce point optimal entre la maximisation de la fiabilité et la minimisation des coûts de chaque équipement sur sa durée de vie. D'accord? Donc, ce que nous cherchons, c'est de maximiser, pour cette partie du cours, c'est de maximiser la fiabilité. Et on va voir pour la partie suivante comment on peut calculer et optimiser les coûts, en particulier de maintenance. Mathématiquement maintenant, comment on peut estimer ce qu'on appelle le comportement d'un équipement. Généralement, les méthodes les plus utilisées, les méthodes mathématiques les plus utilisées sont les méthodes statistiques. C'est-à-dire quoi statistique? C'est-à-dire une population
de caractères bien donnés, fonctionnement, fiabilité, et on va considérer un échantillon pour étudier le comportement de toute la population. Pour la fiabilité, par exemple, on va chercher à partir d'un échantillonnage de définir la fiabilité d'un équipement bien déterminé ou d'une catégorie d'équipements. Ce que nous allons calculer à partir des lois statistiques, des lois de probabilité, ça sera appelé une estimation du comportement de la fiabilité d'un équipement de la catégorie considérée. Comment on procède? On considère toute la population avec différents critères à estimer. On effectue un prélèvement d'un échantillon pour un caractère bien déterminé et puis on va analyser les données quantitatives de cet échantillon-là. Ça peut être, par exemple, en traçant des histogrammes de classification, des diagrammes cumulatifs tels que la méthode de ABC que nous avons vue la dernière fois, en calculant une moyenne ou en utilisant une estimation empirique ou expérimentale, c'est-à-dire effectuer des tests pour estimer un comportement. Estimer un comportement, c'est-à-dire déterminer une équation mathématique selon laquelle évolue un critère bien déterminé. Donc, décrire statistiquement ce que nous avons prélevé concernant la caractérisation du caractère considéré à partir de l'échantillon prélevé. On peut estimer expérimentalement ou empiriquement le comportement de toute la population à partir de l'échantillon, ou on peut utiliser des lois statistiques en considérant, par exemple, on va voir quand est-ce qu'on considère la loi de Weibull, la loi exponentielle, par exemple, pour l'estimation de la fiabilité. On calcule l'espérance, on calcule une fonction de répartition et toutes les caractéristiques des lois de la probabilité. Entre ces deux méthodes expérimentales et statistiques, on utilise des tests paramétriques et des ajustements graphiques. Lorsque j'effectue un échantillonnage, je peux trouver ce qu'on appelle des données aberrantes, c'est-à-dire des données dont des individus de l'échantillon dont le comportement n'est pas normal, c'est-à-dire étrange ou particulier ou des événements exceptionnels. Par exemple, un ensemble d'équipements, voilà, un seul équipement avec un ensemble de défaillances, une centaine de défaillances sur 3 ou 4 ans, par exemple, et je veux étudier la fiabilité de cet équipement-là. Je vais considérer les temps de bon fonctionnement, c'est-à-dire les périodes pendant lesquelles cet équipement assure sa fonction requise. Je fais un prélèvement parmi ces 100 individus, ces 100 défaillances dans notre cas. Je fais un prélèvement, par exemple, je dis n'importe quoi parce que ça ne peut pas être le cas, mais par exemple, on va considérer 15 valeurs comme échantillon. Je trouve que 13 valeurs varient entre 10 heures et 11 heures. J'ai une valeur égale à 3 heures et une valeur égale à 30 heures. Les valeurs 3 et 30 sont deux mesures ou bien très grandes ou bien très petites par rapport à une moyenne. On peut considérer que les valeurs 3 et 30 sont des données aberrantes pour cet échantillon qui a une moyenne autour de 10 et 11. Donc, je peux, lorsque je vais étudier cette loi-là, je peux éliminer les valeurs qui sont en dehors d'un intervalle bien déterminé. C'est un ajustement. Pour les tests paramétriques, on va revenir à un exemple pour les tests paramétriques et un exemple de traçage de courbes graphiques. Donc, pour résumer, si je vais utiliser une loi de probabilité ou une loi empirique
pour estimer un comportement, on n'est pas obligé de considérer toute la population, mais de prélever un échantillon et de travailler sur cet échantillon pour trouver une équation mathématique qui traduit le comportement de toute la population. Cette étude peut être ou bien une analyse quantitative simple par des diagrammes cumulatifs, des histogrammes, une moyenne tout simplement. Ça peut être par une cette interprétation suivie par une représentation expérimentale ou bien par des lois de probabilité, par l'intermédiaire de tests qu'on appelle paramétriques, on va revenir au mot paramétrique, et par des ajustements graphiques, entre autres l'élimination ou le traitement des données manquantes et des données aberrantes. Si on veut présenter R de T pour dire fiabilité, M de T pour dire maintenabilité par des lois de probabilité, on doit considérer une fonction de distribution. Si on veut estimer les caractéristiques du matériel, on va considérer des valeurs moyennes. Pour la fiabilité, on va considérer des valeurs moyennes des temps de bon fonctionnement. Pour la maintenabilité, on va considérer des valeurs moyennes du temps de maintenabilité, et ces valeurs-là, déterminées empiriquement, vont être utilisées comme paramètres pour les lois de probabilité. Les lois les plus utilisées pour la maintenance, pour l'estimation, pour l'étude de comportement de la fiabilité et de la maintenabilité des équipements industriels sont la loi exponentielle, qui a un seul paramètre généralement noté I, qui présente le taux de défaillance, qui est calculé, c'est pas mentionné ici, mais c'est pas grave, le paramètre I de la loi exponentielle, on va y revenir, mais il est calculé à partir du temps moyen de bon fonctionnement, de la valeur de MTBF, c'est 1 sur MTBF. On peut utiliser aussi une loi normale en calculant une moyenne et un écart type, ou dans le cas général, on utilise la loi d'Huybul avec 3 paramètres, alpha, bêta, gamma. Ce sont des paramètres de forme, paramètres d'échelle et paramètres de position qui sont déterminés à partir d'un traçage de courbes dans un papier spécifique, un papier fonctionnel spécifique à la loi. On est à indiquer qui m'a le papier log. Vous connaissez tous le papier log ou papier semi-log, log ou semi-log. Il y a un papier où il y a une courbe fonctionnelle spécifique pour la loi d'Huybul. Il n'y a pas de courbe spéciale pour la loi exponentielle. On peut la tracer dans un papier log ou semi-log. Pour la loi d'Huybul, il y a un papier. Il y a une graduation des 2 axes, un papier fonctionnel pour tracer la loi d'Huybul et par la suite déterminer les paramètres alpha, bêta, gamma. Si nous aurons du temps, on peut avoir un exemple, mais ça ne fait pas partie de votre de la fiche module. Donc, juste, il faut savoir qu'il y a une loi qui s'appelle une loi d'Huybul qui nécessite un traçage dans un papier fonctionnel spécifique qui est le papier, le diagramme, le papier fonctionnel d'Huybul, et c'est utilisé pour étudier la fiabilité en déterminant 3 paramètres alpha, bêta, gamma, et à partir de ces paramètres-là, on peut interpréter le comportement de la totalité de l'équipement à partir d'un échantillonnage. Donc, lorsqu'on dit échantillonnage, on dit une étude expérimentale pour alimenter les données utilisées pour traçage de courbe. Donc, on doit effectuer une étude expérimentale. Ça peut être tout simplement une collecte des informations à partir d'un historique. Tout simplement, ça peut être ça. Et là, on peut effectuer pour évaluer les données collectées de tests pour vérifier les données. Ça peut être des tests graphiques en utilisant, comme je vous ai dit, des papiers fonctionnels, ou des tests numériques
il y a un test numérique, il y a plusieurs tests numériques spécifiques pour chaque loi. Mais on va pas s'attarder là, mais il faut savoir que lorsqu'on veut utiliser une loi de probabilité, avant d'appliquer cette loi-là, dans le cas général, que ce soit pour la fiabilité ou autre, on doit vérifier est-ce que le comportement de l'échantillon ou de la population que nous avons considérée est bien représentée par la loi qu'on a sélectionnée. Est-ce que lorsqu'on veut tracer la totalité des données collectées, est-ce que ça suit réellement la loi normale? Et là, il y a un test particulier qu'on peut effectuer pour vérifier la cohérence de ces données-là. Ce qui est à retenir, et nous, si on veut représenter les paramètres fiabilité, maintenabilité et par conséquence la disponibilité par des lois de probabilité, nous avons besoin de paramètres. Ces paramètres vont caractériser ces lois de probabilité qui sont principalement pour la maintenance la loi exponentielle et la loi de Weibull. Avant ou même en parallèle avec la représentation des données dans des papiers fonctionnels de Weibull ou un papier log, par exemple, il y a des tests numériques de vérification de la cohérence des données. Pour nous, on va voir uniquement la loi exponentielle et je vais vous expliquer pourquoi. Juste après cette diapositive-là. Pour la sûreté de fonctionnement, c'est le fait, on peut être défini comme le fait qu'un système est fonctionnel est capable d'assurer sa fonction requise à un moment donné sur une période donnée et avec la qualité recommandée. On peut ajouter sans risque d'accident. Comme c'est écrit ici, c'est un concept global qui comporte à la fois les caractérisations du système, fiabilité, maintenabilité, disponibilité et sécurité. Et c'est pour cela qu'on appelle les composants de la sûreté de fonctionnement généralement notés, comme vous voyez ici, par FMDS. Lorsqu'on dit FMDS, c'est automatiquement les composants de la sûreté de fonctionnement. Donc, lorsqu'on parle de la FMDS, on parle automatiquement de la sûreté de fonctionnement. Parfois, le mot sécurité est remplacé par logistique, mais pour la maintenance, on utilise généralement le mot sécurité. On va maintenant introduire qu'est-ce qu'on appelle une redondance pour le fonctionnement technique. Ce que nous sommes en train de voir, ce sont des notions nécessaires pour comprendre, pour étudier la fiabilité d'un système. Puis, on va arriver au calcul. Hein. Donc, ce sont des notions qu'il faut comprendre avant d'étudier la fiabilité d'un système donné. Donc, il y a plusieurs modes pour accomplir une mission ou une fonction requise donnée. Le système peut avoir, par exemple, une redondance dite active ou une redondance passive. Qu'est-ce que ça veut dire redondance en français? C'est quoi la redondance? C'est le fait d'avoir répétition. La mismatch. Répétition. Ça peut être une répétition. C'est le fait qu'on a plus qu'un seul équipement pour plus qu'un seul composant, puisqu'on a introduit la notion de composant pour assurer la fonction requise. Si on parle de redondance active, c'est-à-dire que les moyens mis en œuvre permettent d'accomplir la fonction donnée si ces composants-là sont mis en œuvre simultanément, au même temps. Là, on parle d'une redondance active, c'est-à-dire le bon fonctionnement du système n'est assuré que si les composants considérés redondants sont fonctionnels ou sont mis en œuvre simultanément. Là, on parle de redondance active. Deuxième type de redondance passive, appelée aussi en attente séquentielle ou tout simplement en stand-by, c'est lorsque les moyens nécessaires pour accomplir une fonction requise ne sont pas forcément
mises en œuvre simultanément. Ce qui nous intéresse, ce sont les redondances actives. On va s'intéresser aux redondances actives. Et lorsqu'on parle de redondance active, pour la fiabilité en particulier, on va parler de ce que vous connaissez tous par la configuration en série et la configuration en parallèle. Donc, les deux configurations que nous connaissons, que nous avons par exemple vu pour l'arbre de défaillance ou pour le calcul pour calcul de quoi? De la probabilité de défaillance pour la méthode de l'arbre de défaillance, il s'agit de redondance active. Donc, nous, on va uniquement nous intéresser aux redondances actives sous les deux formes particulières que nous connaissons, qui sont la configuration en série et la configuration en parallèle. En série, c'est-à-dire je dois avoir tous les équipements fonctionnels pour avoir un bon fonctionnement. En parallèle, il suffit d'avoir un équipement fonctionnel pour avoir le bon fonctionnement du système. Donc, où le système traduit la configuration où le système fonctionne si au moins R éléments parmi N fonctionnent. Pour le série, pour la configuration en série, R est exactement égal à N. Pour la configuration en parallèle, c'est inférieur ou égal. Donc, il suffit d'avoir un équipement fonctionnel pour avoir le bon fonctionnement du système. Cette notion sera utilisée, très utilisée même pour le calcul de la fiabilité du système. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas la fiabilité des équipements, mais plutôt la fiabilité de tous les systèmes qui sont... un système, il est formé de plusieurs composants et ces composants ont des relations entre elles. Ces relations, la nature de ces relations-là définit la fiabilité de tout le système. Donc, nous avons terminé avec les notions de base nécessaires pour comprendre, pour pouvoir calculer les KPI de la fonction maintenance de la chaîne logistique, principalement le coût et la fiabilité sur la durée de vie, quelle est la différence entre composants et systèmes, la relation entre les composants qui va définir le fonctionnement et la fiabilité du système, en particulier la redondance active en série ou en parallèle, et nous avons lié entre la fiabilité, maintenabilité, disponibilité, sécurité et la notion de sûreté de fonctionnement. Les 4 indicateurs, les 4 KPI sont considérés comme composants principaux de la notion de la sûreté de fonctionnement. Qui veut dire quoi? Qui peut me rappeler? Qu'est-ce qu'on appelle sûreté de fonctionnement? Qu'est-ce que nous avons déjà appelé la sûreté de fonctionnement? Un petit rappel? Non? Je viens de vous dire là, je viens, on a déjà discuté ça pendant les séances présentielles. Hein. C'est le fait qu'un système assure quoi? Le bon fonctionnement à un moment donné. Oui, c'est en partie assure sa fonction requise, voilà, un bon fonctionnement à un moment donné, mais aussi sur une période donnée sans risque d'accident. À un moment donné, c'est uniquement la disponibilité. Pour passer à la fiabilité, il faut garantir un bon fonctionnement sur la période voulue. D'accord? Très bien. On passe aux indicateurs maintenant, qui sont principalement la fiabilité, maintenabilité et disponibilité. On va se concentrer principalement sur la fiabilité, mais on va par la suite généraliser pour les autres indicateurs. On va considérer toute la durée de vie d'un équipement. On va considérer que cette durée de vie commence à la date de mise en service. C'est un cas de figure. On peut commencer l'étude de la fiabilité du système à partir de la conception. Pour cet exemple-là, j'ai choisi de commencer l'étude de fiabilité. C'est juste pour présenter les notions des indicateurs de performance. Donc, on commence à partir, on va considérer que la date t égale à 0, c'est la date de mise en service. Et la date finale, la dernière date de la durée de vie d'un équipement, c'est ce qu'on appelle le déclassement. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler qu'est-ce que nous avons appelé déclassement?
c'est lorsque l'équipement ne fait plus partie du parc matériel de l'entreprise, ne fait plus partie des actifs de l'entreprise. Je peux tout simplement jeter le matériel, je peux le vendre, je peux l'offrir, je peux tout faire. L'essentiel que ça ne fait plus partie de ma responsabilité et ça ne m'appartient plus. D'accord? Entre ces deux moments, il y a toute une vie, c'est la durée de vie. La première période de cette durée de vie, c'est la première période du temps de bon fonctionnement jusqu'à avoir une première défaillance. Certains appellent cette période time to fail. Time to fail, TTF. C'est-à-dire, c'est le temps mis par un équipement donné pour avoir une première défaillance ou tout simplement un temps de bon fonctionnement 1. Qu'est-ce qui va se passer après une défaillance, une première défaillance? Il y aura un temps de réparation et puis une remise en service. Un deuxième temps de bon fonctionnement, une deuxième défaillance et ainsi de suite. C'est déjà écrit. D'accord. Donc, la première période de bon fonctionnement jusqu'à la première défaillance est généralement appelée time to fail. Le temps de bon fonctionnement, on l'appelle un TBF, temps de bon fonctionnement, ou un uptime. Le temps de réparation où l'équipement ne fonctionne pas bien, n'accomplit pas sa fonction requise, en arrêt, voilà, en fonctionnement défaillant, est appelé downtime. Le temps de réparation peut être réparti sur 3 parties. Le temps de réparation peut être réparti sur 2 ou 3. C'est un temps d'attente du début de l'intervention. L'attente, qu'est-ce que je fais lorsque je suis en train d'attendre la date de début de l'intervention? Peut-être attendre l'opérateur, le maintenancier ou bien une pièce de rechange. Oui, je peux attendre, très bien. Je peux attendre l'approvisionnement en pièces de rechange. Je peux attendre la disponibilité de maintenancier. Je peux attendre un ordre de mission. Je peux attendre un dossier technique. Ça peut être une action sous-traitée, donc j'attends l'intervention du sous-traitant. L'essentiel, ce temps d'attente, c'est une préparation de l'intervention de réparation en elle-même. D'accord? Et parfois, ce temps d'attente, ça dure plus longtemps. Il a une durée plus importante que la durée de réparation. Je vous ai déjà cité, je pense, vous me dites que je n'ai pas fait ça si non, l'exemple de réparation d'une défaillance d'un four dans une cimenterie, un four fonctionnel. Donc, nous avons besoin d'attendre, puisque le four fonctionne. Le refroidissement du four. Très bien, donc on a déjà évoqué ça. Donc, le temps de refroidissement, ça peut attendre le 7 et 8 heures pour une intervention qui ne dépasse pas 1 heure. Donc, les temps d'attente sont très coûteux pour l'entreprise. Avec Alèche, on cherche à éliminer les défaillances, c'est-à-dire éliminer ou diminuer au maximum les probabilités de défaillance et par conséquent les interventions correctives. Avec la même logique, qui m'a dit un temps de préparation de l'intervention, je peux avoir ici, avant la remise en service, un temps de rodage, par exemple. Donc, pour l'exemple de refroidissement du four, je refroidis le four, une intervention pendant 7 heures, une intervention d'1 heure et un réchauffement pendant 6 heures. Donc, le scénario le plus global, c'est d'avoir aussi, après l'intervention de réparation, un temps de remise en service. Tout ça, ça s'appelle un downtime parce que l'équipement n'est pas
fonctionnel. Donc, début de l'intervention sépare les temps d'attente du temps de réparation et le temps de remise en service peut être suivi par un temps de préparation du bon fonctionnement. Par exemple, avec une industrie de fabrication, une ligne de production du paquet de lait, les premières pièces produites seront déformées. Donc, je dois attendre un certain nombre de pièces produites pour avoir une production conforme au cahier de charge. Le time between failure, les TBF, c'est le temps qui sépare deux défaillances successives. Par exemple, la première et la deuxième, I et I plus 1 dans le cas général. Généralement, on utilise des abréviations. TTF pour time to fail, TTR pour time to repair, downtime, uptime et time between failure. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas un seul temps de réparation, ni un seul temps de downtime, ni uptime. Ce qui nous intéresse, ce sont les moyennes de fonctionnement. Mean time to repair, mean downtime, mean uptime, mean time between failure. C'est le temps moyen entre deux défaillances successives. Comment on calcule ces moyens-là? C'est justement ou bien en utilisant des équations mathématiques rigoureuses simples, ou bien en utilisant des lois empiriques par des papiers fonctionnels ou autres, ou bien en utilisant des lois de probabilité telles que la loi de Weibull et la loi exponentielle. Bien sûr, on ne peut pas avoir un MTTF parce qu'il y a un seul temps pour tomber pour la première fois en panne. On ne peut pas trouver un MTTF. Ici, vous avez juste les abréviations. Une remarque ici pour le MTBF. Parfois, on appelle MTBF Mean Time Between Failure, un temps moyen qui sépare deux défaillances successives. Et parfois, on l'appelle temps moyen de bon fonctionnement. Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce qu'on peut simuler un time between failure à un temps de bon fonctionnement? Enfin, on va considérer, et non. Ce MTBF, c'est égal au mean uptime. C'est presque égal au mean uptime. Quand est-ce qu'on peut faire ça mathématiquement? Normalement, le mean time between failure, le time between failure, le downtime plus uptime. Comme on peut dire dans certains scénarios que le temps qui sépare deux défaillances, c'est presque égal à un temps de bon fonctionnement. Quand est-ce qu'on peut faire ça? Tout simplement. Lorsque le downtime, il est réduit. Lorsque le temps d'intervention ici, il est de quelques minutes par rapport à un temps de fonctionnement, de bon fonctionnement, par exemple, de 500 heures, je peux dire que le TBF, c'est un temps de bon fonctionnement, le MTBF, c'est un temps moyen de bon fonctionnement et ne pas uniquement un temps moyen entre deux défaillances. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, c'est clair. D'accord, donc ce que j'étais en train de discuter, time between failure peut être assimilé à un temps moyen de bon fonctionnement lorsque nous avons un temps de réparation, temps d'intervention dans le cas général, réduit par rapport au temps de bon fonctionnement. On va se concentrer en particulier sur la fiabilité. La fiabilité, comme nous avons défini à plusieurs reprises, c'est surtout l'aptitude d'un équipement à accomplir sa fonction requise dans des conditions données pendant un intervalle de temps donné. Allez, on doit ajouter dans des conditions données, entre autres, le bon fonctionnement d'une nouvelle machine n'est pas le bon fonctionnement d'une machine dans sa période de vieillissement. Il faut bien préciser les conditions
qu'on a considéré pour définir la fonction requise de bon fonctionnement. Ce bon fonctionnement commence à un moment donné et là on parle de disponibilité. La fiabilité, elle est d'autant plus importante que la fréquence de défaillance est faible. Et normalement, elle est liée au temps d'arrêt. Mais même la fréquence influe sur la valeur de fiabilité. Généralement, on note fiabilité R comme reliability et elle est définie statistiquement comme une probabilité ou la probabilité que une entité accomplisse sa fonction requise dans des conditions données pendant un intervalle de temps donné. Généralement, cet intervalle de temps est considéré, commence à t égale à 0, mais ça peut être 0 t ici, on peut écrire t plus delta t pendant un intervalle de temps t donné. D'accord? Donc, dorénavant, on va noter fiabilité R de T. C'est une probabilité. La fiabilité générale d'un système, et non pas d'un composant du système, dépend du nombre de composants, de la fiabilité de chaque composant et des relations individuelles qui relient chaque deux composants d'un même système. Est-ce que c'est parallèle? Est-ce que c'est série? Est-ce que c'est indépendant? Ça dépend aussi du nombre de relations entre les composants. La fiabilité, elle est d'autant plus compliquée à calculer que le nombre de relations entre les composants est important. Et aussi, par conséquent, le rapport nombre de relations sur nombre de composants. Donc, principalement, les deux caractères, les deux caractéristiques qui déterminent le calcul de fiabilité d'un système, c'est le nombre de ses composants et le nombre et la nature des relations qui relient ces composants-là. On va considérer uniquement la redondance active par la configuration de la structure en série ou en parallèle. Le calcul est complètement différent pour ces deux configurations. L'objectif de l'étude de fiabilité, c'est de répondre à la question comment modéliser la contribution des interactions ou des relations entre les composants d'un même système à la fiabilité générale du système. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la fiabilité générale. Qu'est-ce que ça veut dire modéliser? Qui peut me rappeler? La modélisation, c'est tout simplement, mise en équation. Donc, la problématique de l'étude de la fiabilité, c'est de déterminer une équation qui me permet de calculer la fiabilité d'un système composé de plusieurs composants ayant des relations entre eux. D'accord? L'objectif, c'est de déterminer une équation en fonction de quoi, à votre avis, l'équation? La fiabilité sera en fonction de quoi? Du temps. Du temps, tout simplement, très bien. La fiabilité, c'est en fonction du temps. Déjà, c'est R de T, Noniwin. R de T. T, c'est le temps, certainement. Donc, on veut chercher une équation qui traduit le comportement de la fiabilité d'un système, la fiabilité d'un composant, c'est un chiffre, la fiabilité d'un système au cours du temps, l'évolution de cette fiabilité au cours du temps. Et là, on doit définir trois types de fiabilité. Une fiabilité appelée intrinsèque ou estimée, une fiabilité prévisionnelle, donc vous allez voir que les deux définitions sont rapprochées, et une fiabilité opérationnelle. La fiabilité intrinsèque, c'est une fiabilité mesurée pendant des essais spécifiques. Ce n'est pas lors d'un fonctionnement normal de l'équipement. Ça peut être par exemple à l'étape de conception pour un prototype. Ça peut être pendant les tests après une intervention de réparation.
après un diagnostic, etc. Donc, c'est une valeur, voilà, c'est une estimation, c'est une détermination d'une équation de fiabilité qui est réalisée au cours d'une certaine condition d'essai spécifique dans un cadre d'essai et non pas dans un cadre de fonctionnement normal. La fiabilité prévisionnelle, c'est lorsqu'on va traduire cette fiabilité intrinsèque mathématiquement par un modèle qui va me permettre de déduire la fiabilité du système. Donc, on utilise les valeurs déterminées à partir des essais spécifiques et traduites en une fiabilité intrinsèque pour déterminer un modèle déductif, traduit sous la forme d'un modèle mathématique qui va me permettre d'estimer la fiabilité des composants. Plutôt, je vais utiliser la fiabilité de composants pour estimer la fiabilité du système, l'inverse. Déterminer la fiabilité des composants pour estimer une équation mathématique de la fiabilité du système. La fiabilité, troisième type de fiabilité, le plus utilisé, c'est la fiabilité opérationnelle calculée lors de l'exploitation normale de l'équipement. C'est une fiabilité mesurée lorsque le dispositif ou le système est en exploitation normale. Et c'est la fiabilité, c'est la valeur ou l'équation la plus fidèle au comportement, puisque c'est lors d'une exploitation opérationnelle normale. Elle dépend, puisque l'exploitation elle est opérationnelle ordinaire dans les conditions normales, elle dépend certainement des conditions réelles d'utilisation. Donc, ça va être différente de la fiabilité prévisionnelle calculée ici, puisque ça prend, par exemple, la qualité de l'utilisation. Par exemple, si on utilise des produits de lubrification, les qualités des produits de lubrification vont avoir une influence sur la fiabilité opérationnelle. La qualification de l'utilisateur aussi peut influer la fiabilité opérationnelle. Là, on va se concentrer pour le calcul de la fiabilité opérationnelle en particulier. Pourquoi on calcule la fiabilité? Pour deux choses. Ou bien pour une fin d'analyse, ou bien pour une fin de prévision ou estimation. Analyse, par exemple, on va suivre l'évolution de la valeur de fiabilité dans le temps. Si, par exemple, je remarque une diminution de cette fiabilité-là, ce que je vais faire tout simplement, je vais analyser le fonctionnement pour chercher les causes qui peuvent aboutir, qui peuvent éventuellement, bien sûr, aboutir à une diminution de cette fiabilité-là. Ou bien de prévision pour optimiser le fonctionnement du système. Donc, c'est ou bien analyser un fonctionnement, ou bien analyser un fonctionnement opérationnel qui a déjà lieu, ou bien optimiser dans une logique de prévision la fiabilité d'un système au futur. Voilà, en résumé, ce que la fiabilité. Les mots-clés pour le calcul de fiabilité, il s'agit d'une probabilité pour qu'un système accomplisse sa fonction, c'est plutôt sa fonction requise dans des conditions données et sur une période donnée. Lorsque vous voulez définir la fiabilité, il faut absolument se rappeler de ces notions. Notion de probabilité, notion de fonction requise, dans des conditions bien déterminées et sur une période donnée. Nous avons principalement deux types de fiabilité. Une fiabilité intrinsèque, mesurée pendant des essais spécifiques. Une fiabilité opérationnelle, mesurée lors du fonctionnement normal de l'utilisation réelle de l'équipement.
en fonctionnement normal de production. Donc, c'est ce qui est à retenir comme définition pour la fiabilité. On va considérer maintenant uniquement la fiabilité opérationnelle qui est calculée lorsque le système est en fonctionnement normal. Ce que nous allons voir comme équation, ce sera pour le calcul de la fiabilité opérationnelle pendant un fonctionnement réel de l'équipement dans l'atelier. Lorsqu'on veut calculer la fiabilité, comme nous avons déjà discuté, il faut considérer une durée de vie du système. Il faut savoir la première date de mise en service et la durée de fonctionnement de l'équipement considéré. Pour le vente du service vendu, la quantité des services vendus, ça peut être, c'est la production. Hein. C'est pas, tant que le service, ça ne veut pas dire une entreprise de service. On parle toujours une entreprise manufacturière. D'une manière générale, on mesure la durée de vie d'un système par le nombre d'heures durant lesquelles nous avons eu un fonctionnement effectif. C'est-à-dire quoi? Si j'ai acheté un équipement en janvier, j'ai commencé à utiliser cet équipement en mars, début mars, les 2 mois, janvier et février, ne sont pas considérés comme des heures dans le calcul de la durée de vie opérationnelle. Ça fait partie du service après-vente, ça fait partie de la période de garantie, oui, ce sont des périodes commerciales, mais pour le calcul de la fiabilité opérationnelle, on ne considère que le nombre d'heures de fonctionnement effectif de l'équipement. Généralement, pour la fiabilité, on dit 5000 heures de fonctionnement, 2000 heures, on dit 3 mois ou 5 mois. Si j'ai un temps d'ouverture de 8 heures par jour, je ne vais pas considérer les 16 heures restantes de la journée. On considère uniquement le nombre d'heures de fonctionnement de l'équipement pour déterminer sa durée de vie opérationnelle qu'on va utiliser pour le calcul de fiabilité. Ça, c'est une première chose à considérer pour le calcul de fiabilité opérationnelle. 2, pour un système donné, on ne peut avoir que 2 situations. Un système en bon fonctionnement opérationnel ou un système hors service. Il n'y a pas une 3e possibilité. Donc, un système ne peut occuper qu'un état de opérationnel ou un état de défaillant ou hors usage. Et la transition, c'est-à-dire le passage entre un bon fonctionnement et une défaillance, se traduit par une probabilité de défaillance. Le passage entre défaillant, quand tu as 2 défaillants vers bon fonctionnement, il est traduit par une loi de probabilité de maintenabilité. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Si on veut représenter graphiquement la fonction bon fonctionnement et la fonction défaillance, tout simplement, comme nous avons vu pour les modes de défaillance, on va représenter le bon fonctionnement par un 1, un 100%, puisque c'est une probabilité, et le hors usage, la situation hors usage ou dysfonctionnement, on va la considérer comme un 0 fonctionnement. Et toujours, si on veut représenter l'événement ici, fonctionnement de l'entité en fonction du temps. Si c'est fonctionnel, c'est un 1. Si c'est hors usage ou défaillant, c'est un 0. L'instant grand T ici, vous allez la rencontrer souvent. C'est un événement aléatoire qui va définir un instant où nous avons ou pas une défaillance. T, petit t, c'est la variable. Donc, la fonction, l'événement grand X, il est égal à 1 si le système est fonctionnel, non pas les composants. La fonction X, en fonction du temps, est égale à 0 si nous avons une défaillance. L'occurrence de la défaillance à un instant T n'est pas prévisible. C'est-à-dire,
Lorsqu'on parle de défaillance qui a eu lieu, on parle de la maintenance corrective. Et nous avons caractérisé la maintenance corrective comme aléatoire ou fortuite. علاش elle est aléatoire ou fortuite? L'occurrence de la défaillance, elle est aléatoire. C'est un événement aléatoire. Il est censé ne pas arriver. Et si ça arrive, ça sera à un moment imprévu. C'est-à-dire, je ne peux pas dire, eh non, aujourd'hui, à 20h, j'aurai une défaillance. Ça n'a pas de sens. Décalage, l'occurrence de la défaillance à un instant T est considérée comme un événement aléatoire. Le décalage, on utilise, bien sûr, c'est entre autres, c'est pour ça qu'on utilise des lois de probabilité pour déterminer les probabilités de défaillance. La fonction défaillance peut être définie comme la probabilité pour que la fonction f à un instant t, c'est-à-dire la défaillance à un instant t, c'est la probabilité pour que la durée de vie grand T de l'équipement soit inférieure ou égale à cet instant t-là. L'autre fonction qui n'est pas défaillance, c'est la fonction bon fonctionnement qu'on appelle fonction fiabilité ou de fiabilité. C'est la probabilité pour que cette durée de vie soit strictement supérieure à un instant t. Donc, R de t, la fiabilité de t, c'est la probabilité pour que la durée de vie grand T soit strictement supérieure à l'instant t considéré ici. La fonction défaillante, c'est la probabilité pour que la durée de vie grand T soit inférieure ou égale à petit t. La fonction grand F peut être aussi définie comme étant la probabilité pour qu'un système ait une défaillance avant un instant petit t considéré ici. Donc, un système qui il a deux situations, ou bien opérationnelle, ou bien hors usage. Est-ce qu'il y a une troisième situation? Est-ce qu'il y a une troisième situation qu'on peut avoir? Réellement, il y a une troisième situation liée au fonctionnement dégradé. D'accord? Mais pour le calcul de probabilité, on va considérer qu'on a uniquement ces deux situations. Mais réellement, il y a un fonctionnement dégradé. C'est-à-dire le passage de l'opérationnel à hors usage et peut-être peut avoir une situation intermédiaire de fonctionnement dégradé. Mais pour le calcul probabiliste, on va supposer que nous avons deux situations et donc les temps de toute la durée de vie d'un équipement se divise ou bien en R de T, fiabilité opérationnelle, ou bien en F de T, hors usage défaillant. Décalage, on note généralement la probabilité totale sur la durée de vie d'un équipement comme à chaque instant T, comme R de T plus F de T. C'est-à-dire, si j'ai la valeur de l'une de ces deux probabilités, je peux calculer l'autre tout simplement en effectuant l'opération à moins. Si j'ai une probabilité de défaillance et je cherche la fiabilité, il suffit de soustraire cette valeur de défaillance de 1. Donc, on va utiliser à plusieurs reprises cette équation qui veut dire physiquement que la durée de vie grand T d'un équipement est divisée à des périodes de bon fonctionnement fiable et des périodes de défaillance où la machine ou l'équipement, le système, il est hors usage. Si on veut représenter les courbes de ces deux fonctions R de T et F de T, on va voir ces deux courbes-là. R de T, ça décroît au cours du temps. F de T, c'est une courbe croissante dans le temps. La somme, elle est égale à 1. C'est l'allure de la fonction de distribution de la fiabilité et de la défaillance. Sur toute la durée de vie d'un équipement, bien évidemment, qui est considéré ici égal à 100%. Donc, si on veut calculer le taux de panne ou taux de défaillance, on peut dire les deux, généralement noté lambda t, parfois R de t, mais petit r, hein, mais généralement, on note la probabilité de défaillance
Généralement, on dit probabilité de défaillance et lambda t. On va noter quoi? Si on veut calculer ce lambda t, on va procéder comme suit. On va considérer un système ou un équipement et deux événements. On va appeler A l'événement où le matériel est en état de bon fonctionnement à un instant donné, T, et un événement B où le matériel est défaillant à un instant T plus delta T, c'est-à-dire au début de la période d'étude, on dit un bon fonctionnement à l'instant T, et après un delta T, une certaine période, j'ai une défaillance. Ce que nous cherchons ici, c'est un calcul de probabilité, c'est-à-dire on va calculer la probabilité où j'aurai une défaillance avant, où le système est en bon fonctionnement jusqu'à un moment grand T, ou la probabilité pour que le système tombe en panne entre l'instant petit t et l'instant t plus delta t. Ce qui nous intéresse, c'est de calculer cette probabilité lambda t en utilisant des lois, une loi de probabilité. Cette loi, bon, on va utiliser une loi, mais la façon la plus simple, c'est de calculer une moyenne. Tout simplement, dans un exemple simple, on dit 3 périodes de bon fonctionnement. Si je vais calculer un MTBF, qu'on a les lambda, ce lambda, un peu plus haut dans le cours, nous avons dit que la probabilité de défaillance est calculée à partir de l'MTBF. Il faut se rappeler de ça. Si je veux calculer une moyenne simple, je vais tout simplement calculer la somme des temps de bon fonctionnement et diviser par le nombre de périodes. Si on va considérer un exemple simple, on va considérer un compresseur qui a fonctionné pendant 8000 heures. Et il a subi 5 pannes de détermination, nombre d'interventions. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Est-ce que vous pouvez répondre? Comment on peut calculer, juste appliquer l'équation? Qu'est-ce qu'on fait? من الفوق 8000 Manier في الكل. Il a fonctionné pendant 8000 heures, ok? Et ben, il a subi des défaillances, Zeda. Est-ce que c'est le temps de défaillance. Très bien. Donc, ça sera 8000 Plus 5. moins la somme des temps de défaillance divisé par le nombre d'interventions. D'accord? وقتاش نحط les 8000 الكل إذا كان je n'ai pas eu de défaillance. Voilà. Donc, le MTBF ici, c'est 1590 heures. Si je veux calculer le lambda, qui est une probabilité de défaillance, il suffit dans ce cas de calculer 1 sur MTBF. Donc, si, non, je sais ce que j'ai fait ça ou pas. Oui, j'ai fait ça. Donc, on continue. Généralement, si on veut estimer la valeur de la probabilité de défaillance, je vais calculer tout simplement pour l'exemple que nous avons considéré 1 sur MTBF. Donc, j'ai une probabilité de défaillance de 6,289 10 puissance moins 4. On a la probabilité, donc ça peut être sans unité. Oui ou non? Probabilité 1 à unité? Non. Non? Sinon, si on a calculé cette probabilité à partir des données réelles, ça doit être forcément un nombre de défaillances par unité de temps. Dans notre cas, Green a des exemples où on a des heures. Donc, lambda ici, parce que je sais qu'est-ce que j'ai utilisé comme donnée, donc ça sera nombre de défaillances par heure, unité de temps.
D'accord? Quelle que soit la méthode de calcul de MTBF, c'est-à-dire par une simple équation de somme de temps de bon fonctionnement par le nombre d'interventions, en utilisant une loi empirique, en utilisant une loi une loi statistique, on peut, sauf indication, appliquer la formule lambda égale à 1 sur MTBF. D'accord? On va finir par finir cette séance-là par expliquer quand est-ce qu'on peut utiliser une loi de comment choisir la loi de probabilité si je veux utiliser une loi de probabilité pour calculer la fiabilité selon la durée de vie, la période de vie de l'équipement. Les phases, nous avons déjà discuté ça. C'est la courbe, comment on l'appelle? C'est la courbe en baignoire. C'est notre courbe en baignoire et ça représente les phases du cycle de vie d'un équipement. On a 3 phases qu'on a: période de jeunesse, période de maturité ou vie utile et période d'obsolescence ou de vieillissement. Le taux de défaillance, pourquoi il est très élevé pendant la première période de jeunesse? Je demande cette valeur très importante de probabilité de défaillance au début de la période de jeunesse. Je nomme les causes de défaillance qui peuvent avoir lieu pendant cette période. Les fautes d'installation. Très bien. Ce sont les défauts, voilà, les défaillances qui sont dues à des causes extrinsèques, surtout liées à l'utilisation. D'accord? Ou à l'installation. Donc, la diminution de cette probabilité peut être instantanée. Directement, il suffit de mettre en service le système, j'aurai une diminution instantanée de la probabilité de défaillance. Donc, on appelle ces défaillances qui ont lieu pendant la période de jeunesse des défaillances précoces. Pour la période de vieillissement, d'usure ou d'obsolescence, principalement, j'ai des défaillances de quel type? Des défaillances d'usure. D'accord? Pendant la vie utile, on appelle ces défaillances des défaillances aléatoires ou des défaillances... j'ai oublié le mot. Restons sur aléatoire, des défaillances aléatoires, parce que, on est censé ne pas avoir ces défaillances-là. Allez, nous avons évoqué ce cycle-là pour la fiabilité opérationnelle, parce que l'utilisation des lois de probabilité dépend de la durée de vie de l'équipement. Je m'explique. Si je vais étudier la fiabilité opérationnelle d'un équipement sans pour autant avoir de données sur la période de vie, je ne sais pas si l'équipement est pendant la période de jeunesse, de maturité ou de vieillissement. J'utilise la loi de Weibull. Si je sais que je suis pendant la période de vie utile ou de maturité, je peux directement appliquer la loi exponentielle. Pourquoi? Parce que tout simplement, la loi exponentielle, c'est un cas particulier de la loi de Weibull. Si vous vous rappelez de ce que je vous ai parlé tout à l'heure sur l'utilisation des papiers fonctionnels pour la loi de Weibull, on détermine des paramètres alpha normalement, alpha, bêta et l'essentiel. Pour la loi de Weibull, j'ai 3 paramètres à déterminer. Comment je procède? On dit un historique, on dit une liste de temps de bon fonctionnement. Je vais tracer fiabilité en fonction du temps. Si j'utilise un papier fonctionnel, peut-être j'aurais dû vous montrer papier fonctionnel, ce sera pour la prochaine fois, pour la semaine prochaine. Si j'arrive à tracer, je vais arriver à tracer, mais si en traçant les données sur un papier fonctionnel de la loi de Weibull, je trouve une droite, je peux confirmer que la fiabilité du système suit une loi de Weibull. D'accord? Et à partir de cette courbe linéaire, normalement on a une courbe linéaire décroissante,
on va déterminer, il y a des méthodes de lecture directe ou de calcul des paramètres alpha, bêta, gamma. En particulier, s'il s'agit d'une loi, s'il s'agit de la vie utile ou de maturité de l'équipement à la période utile ou de maturité, on va trouver que gamma elle est égale à 0 et bêta elle est égale à 1. Donc, j'aurai R de t égale à exponentielle moins une valeur que je peux déterminer à partir de la courbe fois le temps. Et ça sera une loi exponentielle, un cas particulier de la loi de Weibull. C'est pour ça que je vous dis tout le temps que si je suis dans la période de maturité, je peux appliquer directement la loi exponentielle. Donc, si j'ai une confirmation que je suis pendant la période de maturité, je peux supposer que la fiabilité, elle est calculée en R de t, elle est calculée en utilisant l'équation exponentielle moins, vous allez voir que c'est lambda t. Sinon, je dois appliquer la loi de Weibull et vérifier si je suis ou pas pendant la période de maturité. Une parenthèse ici, comment je peux vérifier que je suis dans la période de maturité? Il suffit de calculer, de déterminer à partir de la courbe de Weibull le paramètre bêta. Si bêta est inférieur à 1, strictement, je suis dans la période de jeunesse. Si bêta est strictement supérieur à 1, je suis dans la période de vieillissement. Si bêta est plus ou moins égal à 1, je suis pendant la période de maturité. Et c'est, puisque la période de maturité, c'est la période la plus longue des trois durées de vie, idéalement, et normalement aussi, on utilisera pour notre cours la loi exponentielle. Et un cas particulier, si on aura du temps, on va avoir un exemple d'application de la loi de Weibull sur un papier fonctionnel spécifique à cette loi-là. D'accord? Un avant-goût pour continuer la prochaine fois. La courbe en baignoire, si je commence cette partie, ça va prendre au moins 20 minutes. La courbe en baignoire pour un matériel électrique, pour un matériel électronique ou pour un matériel mécanique n'est pas la même. On considère par exemple la courbe intermédiaire ici pour le matériel électronique. Vous pouvez remarquer qu'on n'a presque pas de période de maturité. Alors que pour le mécanique, j'ai une période assez importante. De même pour le vieillissement. Le vieillissement pour l'électronique, pour le matériel électronique est une période assez courte. Si on revient ici au bêta, l'équipement est d'autant plus vieux, entre guillemets, que la valeur de bêta est importante. Donc ici, pour le matériel électronique, je n'aurai pas de bêta très important. J'aurai par exemple plus un bêta égal à 2 pour la loi de Weibull. Pour le mécanique, je peux avoir une période importante de vieillissement. D'accord? Une dernière remarque ici sur le fait d'avoir une valeur constante de lambda pendant la période de maturité. Constante, ça ne veut pas dire très horizontale, parfaitement horizontale, sans fluctuation. Ça doit être fluctuante pour des périodes G à lambda égale à 0,01, pour des périodes G0, pour des périodes G0,02, etc. Ça peut être légèrement décroissante et légèrement croissante. Donc, ce qui est représenté schématiquement ici, c'est le fait d'avoir une valeur lambda plus ou moins constante, c'est-à-dire autour d'une moyenne constante. On a une tendance croissante. Je peux avoir une tendance croissante ou décroissante, mais toujours autour d'une valeur constante. D'accord? Ce que nous allons voir à partir de la semaine prochaine, on va détailler un peu cette courbe en baignoire pour chacun des équipements. En particulier, on va prendre l'exemple des composants électroniques et on va commencer les applications sur quelques exemples de calcul de la fiabilité opérationnelle. On va appliquer sur plusieurs études de cas. Ce que nous allons voir pour la fiabilité sera aussi dupliqué pour la maintenabilité et la disponibilité. Voilà juste un rappel du plan de la séance.
ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est on est arrivé à la définition, la propriété, les types, et on a commencé un peu le calcul de fiabilité. On va continuer la semaine prochaine le calcul concrètement de la fiabilité opérationnelle, maintenabilité et disponibilité. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Non? Oui. Vos camarades, énormément et plaisantiers, je n'ai pas noté malheureusement. Si vous connaissez vos camarades, ils peuvent présenter la semaine prochaine comme un rappel de ce que nous avons vu, c'est pas grave. Hein? Donc, ils présentent la prochaine fois, c'est pas grave. Sinon, je vous remercie pour votre présence et on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, madame. Merci, madame.